Marcel Duchamp est sans doute l'artiste le plus connu du XXe siècle et sûrement aussi l'un des plus gros gâchis de l'histoire de la peinture. On le mentionne souvent plus pour ses expérimentations, pour son œuvre plasticienne qui annonce le XXe siècle, les installations, les happenings. Il pose la question du statut d'une œuvre, avec son porte-bouteille acheté au BHV en 1914 où sa sœur porte sa signature et le donne à exposer en son nom. Ainsi on s'interroge, est-ce qu'un objet produit en série, c'est encore de l'art ? Le pop art et beaucoup d'escrocs jouent sur cette problématique pour faire carrière, aujourd'hui encore. On n'en sort pas. Pourtant, Duchamp est un peintre des plus intéressants. Né en 1887 à Blainville, un petit village à proximité de Rouen, Marcel grandit dans une famille bourgeoise. Papa est notaire et accessoirement maire de la commune. C'est une famille qui aime l'art, la lecture, la musique, les échecs. Maman est une musicienne accomplie, et le grand-père est peintre amateur. Ils forment les trois garçons, Raymond, Gaston et Marcel, ainsi que leur sœur Suzanne. Les parents encouragent leur garçon à percer à Paris. Par contre, Suzanne, elle, se marie avec le peintre Jean Crotty. Gaston Duchamp devient Jacques Villon et accueille son petit frère de 17 ans à la capitale. Tous les deux vivotent d'illustrations dans la presse, mais ils s'intègrent très vite au cercle artistique parisien. Jacques Villon, par exemple, se retrouve au Salon d'automne, où il participe à l'organisation de ce haut lieu de l'avant-garde. Marcel Duchamp n'a pas fait d'école d'art. Il a seulement un baccalauréat de lettres philosophie. Aussi tente-t-il d'entrer à l'école des beaux-arts de Paris. Il échoue à l'examen. Il s'inscrit à l'Académie Julian, une école privée, où il rencontre Henri Matisse, Fernand Léger, André Derain, entre autres, mais il abandonne au bout d'un an. À ce moment-là, il peint beaucoup, énormément, et ne sait pas trop dans quelle direction aller. Il passe par beaucoup de styles en très peu de temps. Il se jette à cœur perdu dans la peinture, jusqu'à l'indigestion.
Il expose ses toiles au Salon d'automne en 1908 et au Salon des Indépendants l'année suivante. Il ne brille pas particulièrement, il passe même carrément inaperçu. 1911 est une année très productive, beaucoup de chefs-d'œuvre d'un seul coup, par exemple Le jeune homme triste dans un train. Il s'agit d'un autoportrait, les tons jaunâtres, ocre, boisés, sales, et ce dessin saillant qui donne l'impression de déchirer la toile, tellement il dégage de force. Et puis ces volumes qui s'enchevêtrent ne laissent voir aucune hésitation. Ces successions de silhouettes, on croit distinguer un visage au centre. Voilà un tableau puissant. Quand on veut observer quelque chose plus d'une seconde, c'est qu'il y a un truc à voir. Il faut prendre le temps de se demander pourquoi ça capte mon attention. Il reste dans ce style très original pour encore quelques tableaux. Les nus particulièrement, le nu numéro 1, puis le nu descendant en escalier, et enfin le nu descendant en escalier numéro 2. Le rythme régulier des formes indique qu'il s'agit d'une même personne, à différents stades. Il faut donc préciser ici l'importance de la photographie et du cinéma. Marais, Étienne Jules Marais.
Par exemple, il photographie le mouvement et il superpose les clichés pour rendre compte des étapes qui le composent. C'est l'ancêtre du cinéma. En faisant défiler tous ces clichés, on reconstitue un mouvement. Il s'agit d'une époque où l'on s'interroge sur les notions du temps et de l'espace. On emprisonne le temps via une succession d'images, images qui se trouvent dans un espace. C'est l'époque aussi où les romans d'anticipation voient le jour. On parle de voyage dans le temps, on parle de déplacement instantané. N'oublions pas qu'en 1905, un jeune homme travaillant au bureau des brevets en Suisse publie 4 articles, qui chacun révolutionnent la science. Ce jeune homme encore inconnu du milieu scientifique, c'est Albert Einstein. La théorie de la relativité restreinte est toujours d'actualité. L'espace et le temps ne sont plus considérés comme absolus, pour résumer très grossièrement. Ajoutons, et c'est un lieu commun de dire ça, la mécanisation de la société, via les voies ferroviaires par exemple, qui permettent l'émigration massive des populations rurales vers un monde urbain. C'est dans ce contexte-là que le cubisme apparaît. Comment représenter ce monde qui change de plus en plus vite? Peut-on faire abstraction du temps? Faut-il se focaliser sur l'essentiel? Peut-on déformer la réalité? Quand Picasso se pose la question, ça donne le bordel philosophique ou les demoiselles d'Avignon. Il représente sous toutes les coutures en même temps les prostituées dans des positions obscènes. C'est le summum du voyeurisme. Delaunay montre Paris avec juste la tour Eiffel. Braque met à nu la structure de l'image, son architecture. Duchamp ici montre des stades immobiles d'un mouvement, il ne montre pas le mouvement. On distingue pourtant des traits et des pointillés qui soulignent la transition entre ces étapes. Cette traduction du mouvement, ça vient de la bande dessinée. Les couleurs du bois ou du carton évoquent les mannequins de bois, utilisés pour les études de dessin. Mais alors, s'agit-il d'un être humain, d'un automate? Le nu a des tons boisés. Le nu numéro 2 devient métallique. Ne serait-ce pas un humain pris dans le mouvement de la société et qui perd son humanité? Toutes les interprétations sont possibles et Duchamp lui-même n'en a pas donné de véritable, de fixe. Le nu descend. Traditionnellement, on montre un escalier pour y mettre quelqu'un s'élevant vers le ciel, vers l'art, vers Dieu. Celui-ci descend. On se trouve dans une cage d'escalier parisienne sans doute, et elle semble pas très accueillante. Les marches partent dans plusieurs directions, on ne saisit pas bien leur logique. L'escalier se mord la queue, ce personnage doit descendre pour l'éternité. Il y a quand même quelque chose de décadent. Le tableau est très mal reçu. On parle d'explosion dans un magasin de store. Il y a un rejet de ses confrères peintres. Le titre est une blague, rien ne permet de démontrer que le personnage est nu. Et puis pourquoi descendre un escalier alors? À Paris, le salon des indépendants le refuse. Alors, pourquoi ce nu descendant un escalier est aussi mal reçu? Il correspond pas à l'image que veut donner le cubisme. D'un côté, les fauves favorisent le rythme des couleurs, de l'autre, les cubistes, le rythme des formes. Lui, il évite l'un et l'autre, en même temps, il est au milieu, on sait pas trop quoi faire de lui, quoi. Comme le salon des indépendants s'honore de ne pas avoir de jury ni de sélection, ce sont les participants eux-mêmes qui viennent demander à Duchamp de partir. Il le vit mal, c'est une grosse déception, d'autant plus que ses deux frères partagent la vie des autres. Marcel Duchamp trouve alors un poste de magasinier à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. Il s'isole, se passionne pour les ouvrages de vulgarisation scientifique et finit par s'exiler quelques mois, à Munich, sur un coup de tête. Une période de doute. Il peint son ultime chef-d'œuvre, le passage de la Vierge à la mariée, une créature mécanique, avec des lignes de force contradictoires, de superbes formes organiques et oléagineuses.
Et puis il élabore au dessin ce qui serait plus tard le grand verre, sans savoir trop quel support lui donner. Une peinture, une sculpture, l'œuvre restera inachevée et brisée pendant un transport. À ce moment-là, Duchamp tombe sur le livre de Kandinsky, il vient tout juste de sortir, Du spirituel dans l'art. C'est un choc. Kandinsky met des mots sur ses propres angoisses. Guillaume Apollinaire rapporte que Marcel Duchamp et Constantin Brancusi visitent ensemble le salon d'aéronautique du Bourget, et Marcel interpelle Constantin. « La peinture est morte. Qui pourra faire mieux que cette hélice? Tu pourrais, toi ?» Le décalage devient insupportable entre la vie, où la technologie s'immisce rapidement, et l'art, qui continue de reposer sur les valeurs de la Renaissance, celles du mimétisme du réel. Il y a une rupture entre l'art et la réalité véritable du monde véridique, et ça semble terroriser Marcel Duchamp. C'est pour le tableau à l'huile, généralement, qui est fait pour plaire à la rétine, pour attirer, pour être jugé sur l'effet rétinien du tableau. Il n'y a plus jamais autre chose que, il n'y a plus d'anecdotes, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien d'autre. C'est purement, matériellement parlant, ce qui est sur la toile qui transmet, soi-disant, des sensations esthétiques, etc. Et alors là, je suis un peu inquiet quand il n'y a plus rien que cet effet rétinien. Je suis contre, et c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup l'art abstrait, parce que ça ne cherche pas autre chose qu'à vous plaire sur votre rétine, sur la rétine. Ça ne suffit pas, à mon avis, autant religieux, c'était de la religion, autant anecdotique, c'était anecdotique. Même les tableaux de guerre avaient un sens. Comprenez-vous, les tableaux de bataille. Tandis qu'un tableau complètement abstrait n'a aucune chose que cette espèce. Alors c'est une habitude qu'on a prise d'avoir des sensations extraordinaires avec un tableau abstrait, et avec beaucoup de mots, naturellement, qui n'expliquent jamais rien, mais enfin, les mots sont là. Ainsi, Duchamp a tout dit. Il estime que la peinture n'a plus de sens. Le nu descendant un escalier numéro 2, d'ailleurs, est une photographie retouchée. Une photographie grandeur nature, collée sur une plaque en bois et repeinte à l'aquarelle. Il faut passer à autre chose. La peinture ne sert plus à rien, les images se suffisent à elles-mêmes. Il commence alors à exposer ses ready-made, une roue de bicyclette sur un tabouret, un porte-gobelet, un urinoir. Ce foutage de gueule ne le fait pas tant remarquer que cela. C'est a posteriori qu'on se focalise là-dessus. Le faire à cette époque, ça avait un sens, le faire une fois, oui. Puis c'est devenu anecdotique et instrumentalisé pour rabaisser ces gens qui sont appelés artistes et que la sagesse populaire se doit de dénigrer. Alors, je suis simplement arrivé à une conclusion il y a assez longtemps, puisque on diminue, il y a toujours quelque chose de tout fait dans un tableau. Vous ne faites pas les brosses, vous ne faites pas les couleurs, vous ne faites pas la toile. Alors en allant plus loin, en enlevant tout, même la main, n'est-ce pas, on arrive au ready-made. Vous comprenez? Il n'y a plus rien qui soit fait. C'est tout fait. Ce qu'on fait simplement, c'est que je signe simplement pour que ce soit moi qui les ai faits. Comprenez-vous? Simplement, j'arrête là, c'est tout, c'est fini. Et ça semble un peu drôle, si vous voulez, mais c'est une conséquence naturelle, en allant au bout, si vous voulez, du raisonnement. Mais depuis très longtemps, j'en fais pas, vous savez, j'en fais plus. Parce que justement, il y a le danger à en faire trop. Et parce que n'importe quoi, vous savez, aussi laid que ce soit, aussi indifférent que ce soit, deviendra beau et joli après 40 ans. Restons en 1913. Duchamp expose 4 toiles à l'Armory Show à New York, exposition d'art contemporain mythique. Elle fait entrer la modernité européenne aux États-Unis. Le nu descendant un escalier fait beaucoup rire. On le caricature au point de résumer l'exposition à cette seule toile.
Bon, Duchamp s'en fout pas mal, il vend ses 4 tableaux, il utilise cet argent pour faire le voyage. Sur place, un couple de mécènes, les Arensberg, le prend sous son aile, il lui paye un logement et l'emploie afin de diriger leur collection privée. Il vit grâce à cela, mais rien n'y fait, il abandonne la peinture. Une galerie lui propose un contrat en or sur toutes ses potentielles nouvelles toiles, il refuse. Il préfère se consacrer totalement aux échecs. De temps à autre, il réalise des objets, des ready-made que les Arensberg achètent grassement. Et puis voilà, rien. Pendant un moment, il s'intéresse tout de même au cinéma, il réalise 2 films, La Baronne se rase les poils pubiens, en 1921, et Anémique Cinéma, en 1926, tous deux avec la participation de Man Ray. En 1937, il fabrique sa boîte en valise, une sorte de miniature de sa carrière. Plusieurs toiles sont présentes. Il offre d'ailleurs des reproductions du nu descendant en escalier à ses amis tout au long de sa vie, donc on voit que ça le travaille quand même un peu. À un moment, il a dû craquer et se dire je pourrais plus jamais faire mieux. Il a accumulé aussi pas mal de frustrations et il a préféré ruminer ça toute sa vie plutôt que de poursuivre son art. Faut bien voir que tout ce qu'il produit, après sa prise de conscience de 1913, ça reste sacrément anecdotique. Des illusions d'optique, des carnets d'aphorismes, et finalement son installation étant donnée, il travaille dessus de 1946 à 1966. 20 ans pour faire ça. On observe une femme nue à travers un trou dans une porte. Rien de révolutionnaire, l'Olympia de Manet le faisait déjà, et Picasso comme on l'a vu plus tôt. On a déjà fait passer les spectateurs pour des voyeurs lubriques. Il se complaît donc dans une mystification que beaucoup aimeraient voir comme du génie. J'attends la mort, simplement, il faut bien... Il arrive à un âge où on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. À moins d'en avoir envie, je n'en ai pas envie, comprenez-vous. Je n'ai pas envie de travailler ou de faire quelque chose. Je suis très bien, je trouve que la vie est tellement belle quand on n'a rien à faire. Du moins à travailler, j'entends. Et même la peinture, enfin les questions d'art m'intéressent absolument plus.